Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux juste te représenter très rapidement juste ton rôle chez Decathlon? Complètement, donc moi c'est Romain Lecomte, j'ai 45 ans, je suis papa de 2 enfants, une petite fille et un plus grand, voilà, je bosse chez Decathlon, j'ai eu plein de métiers chez Decathlon, mais là actuellement je suis leader environnement au sein d'un sport, donc au sein de la mobilité urbaine, donc on parle encore de vélo, mais pas que, on parle du vélo, du casque, de l'équipement du cycliste, le surpantalon, toutes ces choses-là. Donc j'accompagne les équipes pour essayer de mieux concevoir, donc concevoir un minimum d'impact, mieux concevoir, donc rendre des produits plus durables et mieux commercialiser. C'est-à-dire aujourd'hui on fait énormément de ventes et on essaie de se transformer pour être plus dans l'économie du service, donc la location de vélos par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à ce rôle? Est-ce que c'est le fruit de nombreux efforts? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Alors, c'est une longue histoire, je ne sais pas si... Oh, on va dire en bref. Ouais. En bref, donc en fait, j'étais pas destiné à faire de la conception de vélo, puisque j'ai fait des études en informatique, j'ai fait une carrière en informatique aussi. Pendant 10 ans en dehors de chez Decathlon, j'ai intégré Decathlon en informatique. J'ai fait pareil une dizaine d'années d'infos. Et quand je suis arrivé chez Decathlon, je me suis acheté un vélo. Moi, ça a personnellement changé ma vie. J'habite à Marc, le site est à Between à Lille, et j'ai commencé à faire pas mal de vélos de manière très journalière. En tout cas, ça faisait beaucoup de sens pour moi. Beaucoup de joie, il y avait plein de choses autour du vélo. Enfin, on a parlé sur tous les bienfaits. Moi, ce que j'adore notamment, c'est la maîtrise de mon temps. Le fait que maintenant, quand je pars en retard, je vais arriver en retard. C'est pas grave, au niveau charge mentale, c'est bien. Tandis qu'en voiture, parfois, je pars à l'heure et j'arrive en retard. Là, c'était parfois stressant. Et au bout de 10 ans d'informatique chez Decathlon, je me suis rendu compte que je bossais dans une boîte que j'adorais, parce qu'elle fait des produits de sport. Je suis sportif, je fais plein de choses dans le sport. Mais mon métier, de manière journalière, n'avait pas vraiment de sens. Ce que je faisais, je pouvais le faire dans plein d'autres boîtes. Dans des sociétés de services ou ce genre de choses. Et voilà, donc c'était en plus à peu près, j'avais la quarantaine quand ça s'est passé, donc j'ai fait ma petite crise de la quarantaine, je me suis réveillé un matin, je me suis dit en fait ce que je fais ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'utilité, et à côté j'avais mon vélo que je prenais tous les matins, tous les soirs, et qui m'apportait vraiment beaucoup de bonheur. Je me suis dit il faut que ça change, j'aimerais bien bosser dans le vélo. Et donc pendant un an et demi, j'ai été au combat, j'ai été rencontrer les différentes personnes, les équipes de conception. J'ai essayé de convaincre que j'allais être la bonne personne pour, et puis ça s'est fait en 2018. D'accord, donc il y a quand même eu un petit peu de lobbying, entre guillemets, en interne pour pousser le sujet. Oui, au début, ils ont dit un informaticien, ok, mais tu sais pas faire de mécanique, donc ça va pas marcher. Mais petit à petit, j'ai réussi à les convaincre. Ok. Et donc tu dirais aujourd'hui que Decathlon, ils sont à quel stade entre l'entreprise responsable, l'entreprise à impact? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de challenges à aller confronter? Alors il y a énormément de challenges. Decathlon, c'est énorme. On met énormément de produits sur le marché. Par contre, il y a une vraie conscience qui a émergé, et ce que je trouve intéressant chez Decathlon, c'est que ça a émergé. On avait des équipes développement durable au sein de Decathlon qui œuvrent depuis très longtemps, mais qui n'étaient pas à l'échelle. Donc elle restait encore relativement restreinte, et il y a eu donc c'est venu des collaborateurs qui se sont rendus compte que c'était important. On mettait beaucoup de produits sur le marché, donc il fallait agir. Donc il y a notamment la marque de Forclaz, qui est basée à la montagne, qui ont vraiment réussi à lever la main et à parler très fort en disant que ce serait bien de vraiment muscler notre jeu de ce point de vue-là. Et Decathlon, à un moment, a écouté ces différentes voix, et donc a commencé à construire tout un projet autour du développement durable en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc ça s'est structuré comme ça au fur et à mesure des années. Alors, je me rappelle plus quand est-ce que c'était, je pense que c'était aux alentours de 2020 où Decathlon a officiellement communiqué en extérieur. Ok, maintenant on va s'engager, on va faire moins 20% à horizon 2026 en termes d'émissions CO2. Et là, pour moi, comment je l'ai vécu, c'est que ça a tout changé. C'est que d'un seul coup, tout s'est organisé, les équipes développement durable se sont mis à grossir, c'était des sujets, c'était des KPI qu'on avait dans nos missions, on était drivé dessus, et là l'entreprise a commencé à se transformer.
Donc un engagement public, ça permet vraiment à une entreprise de cranter peut-être aussi... En tout cas, moi j'ai vraiment vu la différence où d'un seul coup, ok, on est engagé, maintenant on l'a dit, maintenant il faut le faire, on va nous regarder. D'un seul coup, d'accord, donc on mesure où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les actions qu'on va mettre. Donc là, il y a énormément d'équipes qui se sont creusées la tête parce que c'est pas évident. Et alors tu parlais de KPI, est-ce que tu peux nous partager un peu les indicateurs que vous suivez donc, pour mesurer cet impact, ces améliorations? Donc il y en a un que j'aime bien qui s'appelle la marge sur CO2. Pourquoi je l'aime bien? Parce que Decathlon c'est une boîte qui a un peu plus de 40 ans, qui est profitable, qui a construit toute cette profitabilité sur des années, et donc ça faut quelque part le respecter. Et si demain matin on arrête tout, on s'est dit ok Decathlon on fait que de la merde, il faut repartir sur autre chose, c'est très risqué, ça n'a pas vraiment de sens. Donc il faut respecter le passé et regarder vers l'avenir et comment on respecte notre engagement de cette trajectoire à horizon 2026. Pas que, enfin après la courbe continue à baisser passé 2026. Donc la marge sur CO2 est assez intéressante parce qu'au niveau du produit, on regarde la création de valeur, donc la marge, par rapport aux émissions CO2 qu'on a eu besoin pour créer un produit, donc par exemple un vélo. Donc ça c'est hyper intéressant parce que quand on a cet indicateur-là, déjà, ça permet de mieux concevoir, c'est-à-dire cet indicateur va nous permettre de dire il faut faire attention aux deux, la création de valeur et à la partie CO2. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on fait ça dans une offre, donc on a des produits gamme 100, enfin des produits d'entrée de gamme, des produits haut de gamme, on peut essayer de voir et d'ajuster notre offre. Et donc se dire parfois peut-être que des produits en fait n'ont pas de raison d'être là, parce que en fait ça nécessite trop d'efforts en termes de CO2 pour pas suffisamment de rentabilité. Donc il y a des choix qui sont hyper intéressants grâce notamment juste à cet indicateur. Est-ce que tu partages peut-être ce que nous partageait Charles sur le prix et en effet ce petit service aussi en plus, c'est peut-être qualité aussi et cet esprit de chez Decathlon qui permet aussi de trouver cette bon équilibre sur la stratégie prix par rapport à l'investissement que nécessite une conception plus durable. C'est sûr qu'en tout cas, chez Decathlon, c'est hyper délicat, c'est-à-dire le prix, à un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Et pendant un moment, c'est un peu décomplexé sur le prix en se disant faut aller chercher des produits de encore meilleure qualité, de plus haut de gamme et tout ça. Et on se rend compte qu'il y a une justesse de prix, c'est qu'à un moment, si jamais on fait n'importe quoi, donc on peut faire les produits les plus éco-conçus du monde. Si quelque part, on ne trouve pas leur public, c'est pareil, on a perdu la bataille. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Est-ce que tu as eu une fierté particulière depuis que tu as pris ce rôle chez Decathlon que tu voudrais nous partager? Alors moi, ma première fierté, c'était... Alors là, déjà, j'ai deux fiertés ici, parce que quand je suis arrivé, donc quand j'ai intégré Decathlon dans la conception, c'était sur le vélo pliant. Donc là, il y en a un qui s'appelle le Il a été une seconde, je ne sais plus, propriétaire, et j'en ai vu un autre qui est caché derrière, donc un 900. Donc ça, c'est canon. Déjà, ça, c'est une fierté de faire des produits qui sont utiles, faire des produits qu'on ne va pas voler, donc qui vont être durables aussi dans le temps, parce que un vélo pliant, ça se rentre un peu partout. Oui, ma première grosse fierté, c'était un vélo pliant électrique sur lequel Decathlon n'était pas encore hyper mature sur la partie éco-design, et donc on a essayé de le développer avec du bon sens et avec toutes les informations qu'on avait actuellement. Et finalement, maintenant il est sorti, il tourne bien, et on sait que quelque part on a pris les bons choix et qu'on s'est pas trompé. Est-ce que tu voudrais donner un conseil aux dirigeants d'entreprise ou ceux qui ont un rôle comme le tien dans les grandes entreprises sur ce qu'ils devraient oser faire, les actions qu'ils devraient essayer de mener? Alors, moi, dans mon rôle actuel, qui est donc leader environnement pour un sport, ce qui est hyper intéressant, ce qui marche bien, c'est de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire, au début, quand on est arrivé, c'était avec les pieds de plomb en disant « Ah, on pollue, ça va pas, la planète, tout ce qu'on produit, c'est pas bien ». Et ça culpabilise vachement les collaborateurs et quelque part, ça les englue dans quelque chose en disant « De toute façon, peu importe ce que je vais faire, ça va pas marcher ». Et en fait, de décomplexer un peu ça et d'essayer de, à chaque fois, visualiser quelles sont toutes les actions qu'on peut faire et d'essayer de faire un focus sur les actions prioritaires qui vont apporter beaucoup très vite, ça marche très bien. Donc amener vraiment du positif là-dedans, un peu une certaine joie, être un peu décomplexé et faire vraiment un focus sur les actions qui ont un sens et qui ont une vraie utilité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du public ?
Merci Romain, c'était top. Moi j'ai une question parce qu'il y avait un dispositif, une initiative chez Decathlon il y a 2-3 ans qui était très ambitieuse, qui s'appelle WePlay Circular, et dont on entend beaucoup moins parler. Luc Terling, qui était le porteur du projet, a quitté le groupe. C'est quoi la raison de cette pause sur ce projet ? Alors, j'ai pas participé directement au projet, mais j'ai eu quelques informations. Donc on revient sur la notion de... Une grosse boîte comme Decathlon doit réussir à pivoter en respectant le passé et en regardant vers l'avenir. Et donc on fait plein de tests. Et donc il y a des tests, il y a eu celui-là, il y en a eu plein d'autres. Et on fait des tests en local. Et après, parfois ça remonte parce que c'est une réussite, parfois ça remonte pas. Là, il y a deux choses qui se sont passées. C'est notamment la mise à l'échelle. On n'a pas réussi de faire la mise à l'échelle. Donc il y a un vrai test où il y a des vrais retours vraiment positifs. Et moi, ma conviction, c'est que le projet n'est pas enterré. Il renaîtra peut-être ailleurs. En tout cas, là, il y a eu un problème de mise à l'échelle et de croyance de différentes équipes. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant sur WePlay Circular. En gros, vous payez un abonnement à Decathlon et avec ça, vous avez le droit, si vous payez, je sais pas, 50 € par mois, vous avez le droit de prendre chez Decathlon pour 1000 € d'équipement. Vous avez le droit de posséder chez vous pour 1000 € d'équipement, mais ce n'est pas les vôtres. Et donc, par exemple, vous prenez un kayak qui vaut, je sais pas, 500 € et un vélo 500 €. Puis si vous voulez prendre une paire de chaussettes, bah non, votre quota de 1000 €. Donc, il faut rendre un produit pour reprendre un autre. Donc, c'est un système, comme si Decathlon devient votre garage. Donc, vous rentrez dans votre garage, bah tiens, ce week-end, je veux faire du VTT, donc je fais ça. Et c'était un projet qui a été mené principalement en Belgique. Et voilà, et c'est des tests qui sont hyper intéressants, hyper apprenants, et voilà, qui vont nous nourrir et qui rejailliront un jour. Bonsoir, Jean Venet, ici. C'est super intéressant. L'indicateur marche sur CO2 pour une boîte comme Decathlon qui est en effet profitable et où la marche est quand même le nerf de la guerre. Il y a des cas de figure. Enfin, qu'est-ce qui a été fait? En quoi est-ce qu'il a été utilisé cet indicateur? Alors, le premier exemple, parce que je crois que c'était Forclaz qui l'avait sorti, notamment sur sa gamme de bâtons de marche. Moi, ils se sont rendus compte qu'il y avait des produits, en fait, il y avait beaucoup trop d'impact environnemental, donc il y avait beaucoup d'aluminium, beaucoup de choses comme ça, et en fait, c'était des bâtons qui n'étaient pas suffisamment rentables. Donc à un moment, ils ont dit, bah, ça, en fait, on les coupe, parce qu'il y a d'autres produits qui sont soit plus rentables avec moins de marge, donc ça permet de faire des choix, d'être plus sharp sur des produits qui sont plus optimisés pour un business model durable. Salut Romain. Bon, on a posé quelques temps chez Decathlon. Je pose une question globalement qui pourrait être intéressante pour... moi, ce que je retiens notamment de Decathlon dans toute cette dynamique durable, c'est qu'il y a une prise en compte à tous les échelles de la web. Au niveau opérationnel, tactique, stratégique. Tu nous disais tout à l'heure que c'était remonté notamment des équipes et puis qu'ensuite ça a fait bouger. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de comment ça a été cranté au niveau stratégique, tactique et opérationnel pour que toute cette mécanique difficile fonctionne aujourd'hui? Ok. Wow. C'est la question, mais... J'ai 30 secondes. Parce que, en fait, du moment où on se dit, ok, d'accord, on va faire moins 20%, on va se transformer, bah déjà, il faut mesurer, faut tout mesurer. Donc, au niveau du produit, bah, on a tout mesuré. Ok, un vélo, on fait un camembert, qu'est-ce qui impacte? C'est le cadre, c'est la fourche. On a fait ça pour les casques, on a fait ça pour les cannes à pêche, pour tous les produits, mais on a fait ça aussi à tous les niveaux. C'est-à-dire, Decathlon, c'est une grosse activité, on produit, on fait de la logistique, on fait du transport aérien, ça nous est arrivé. Voilà, on a des magasins, et donc on a vraiment tout mesuré de A jusqu'à Z. Et après, bah, pareil, avec des gros camemberts sur chaque activité, on va dire ok, où est-ce que ça va nous faire gagner exactement. Et donc on a mis en branle toutes les équipes pour essayer, au niveau logistique, au niveau magasin, au niveau. Donc tu bosses dans le retail maintenant. Et voilà, au retail, il y a plein de décisions qui ont été prises. Donc on le fait au niveau produit, et au produit, on le voit, on le calcule, mais on le fait aussi au niveau production, au niveau les usines, quel est le système de chauffage des usines, le transport, toute la partie fret, le fait de dire, bah non, en fait, l'aérien, il faut arrêter, il faut plus passer. Donc tout s'est transformé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Sinon, tu peux commenter. Ouais, tout simplement.
qui est intéressant, tu l'évoquais, mais tu me dis si je me trompe, mais chaque collaborateur, chacun a une mission, et notamment s'agissant du développement durable, chacun a un indicateur qui est adapté à son terrain de jeu et puis à son impact. Ça peut être le CEO qui effectivement a, je sais pas, l'impact carbone global de la boîte et la trajectoire de décarbonation, et puis le collaborateur qui travaille sur, voilà, je sais pas, sur les garde-boue, qui a l'impact de son périmètre garde-boue, et tout ça l'un dans l'autre fait qu'il y a une cohérence globale qui s'installe. Exactement. Et enfin, c'est pas une anecdote, mais j'étais encore en entretien avec une collaboratrice aujourd'hui qui, elle, est image leader. Donc elle fait des photos pour Decathlon. Elle me dit génial, mais alors moi, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ma part? Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire. Par exemple, aujourd'hui, les image leaders prennent des photos, stockent les photos, et on a des photos de produits de chez Decathlon qui datent des années 80. Et donc ça n'a pas de sens. Pourquoi stocker ça? Donc il y a plein de choses qui sont à faire en fait à tous les niveaux. Donc effectivement, tous les collaborateurs de chez Decathlon ont un indicateur en termes d'environnement. Et puis après, on avait la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est primé en partie sur la performance CO2 de la boîte. Donc là, d'un seul coup, ça fait bouger un peu tout le monde. Julien, moi je pense pas qu'on ait discuté déjà par téléphone sans se rencontrer, mais dommage. Ouais. J'ai peut-être pas décroché. Ouais, c'est ça, à mon avis. J'ai été filtré. Non, une question, peut-être mon avis, une réponse assez simple, peut-être un peu philosophique, c'est plus largement, c'est de savoir si, à partir du moment où on réfléchit à son impact, voilà, on a déjà un peu gagné, quoi. Enfin, est-ce qu'on fait réfléchir les gens à leur impact, c'est déjà suffisant pour passer. Alors vous mesurez tout, c'est dans un process industriel, mais bon, du coup, c'est d'élargir un petit peu, vous, par rapport à votre vision, est-ce que très ancré dans un process industriel, est-ce que globalement, comme ça, vous avez cette idée-là? Est-ce que, moi j'ai l'impression, dans les activités qu'on mène, c'est un peu ça qu'on se dit, voilà, si on fait prendre conscience de l'impact, est-ce que c'est déjà la moitié du boulot de fait? Voilà. Pour une boîte, peut-être, enfin en tout cas j'ai l'impression. Par contre, au niveau des collaborateurs, je me rends compte qu'il y en a qui vont plonger très facilement dedans, il y en a pour qui c'est plus compliqué, donc faut le rappeler. Mais par contre, chez Decathlon, moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est que, ok, on bascule, on se dit on fait moins 20% horizon 2026, il y a toute une démarche qui est faite et on se concentre sur notre activité, ce qu'on fait. Et maintenant, c'est hyper intéressant parce que la réflexion, elle est au-delà. En disant, maintenant, faire des produits pour le golf, en fait, qu'est-ce que ça va devenir le golf? Et on réfléchit jusqu'à la pratique. Donc dans le vélo, c'est canon parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, le vélo, ça coche toutes les cases. Voilà, le ski, ça coche pas toutes les cases, mais il y a des vraies réflexions à avoir pour accompagner aussi la pratique dans les années à venir. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Romain, pour 2025 ? C'est une bonne question, j'y ai pas réfléchi. Moi, si en ce moment je bosse sur un sujet en tout cas qui m'importe beaucoup, c'est toute la partie location. Et donc moi je souhaite, on a plein de super produits à mettre en location et c'est pas évident parce qu'il y a plein de... Je mets le doigt dedans donc je découvre un peu, donc il y a plein de choses à faire, à travailler, donc c'est de louer de plus en plus de produits. Moi je travaille sur le vélo, mais donc de louer de plus en plus de vélos parce que je crois beaucoup à ce système de consommation. On s'y connaît un peu en location de vélo. Ouais, je sais. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup.